le cercle RH et la formation. Alors c'est souvent un sujet complexe, technique, on n'y comprend pas grand-chose. Les choses se sont améliorées évidemment depuis le CPF, parce que vous, salariés, vous avez un compte personnel de formation avec une somme d'argent qui vous est allouée, avec laquelle vous pouvez évidemment faire des formations. Ça a suscité des abus, des appels téléphoniques intempestifs. On parlera des deux, parce qu'il y a eu des abus où on a volé l'argent du CPF, et puis il y a eu des vraies entreprises qui ont harcelé des salariés pour évidemment qu'ils fassent des formations. On fait le point avec mes invités, puis on va parler d'une manière plus globale de l'intérêt de former les salariés, plus que jamais, pour qu'ils soient compétents, évidemment, pour suivre l'évolution du monde du travail. Sylvain Maillard est avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que votre emploi du temps est chargé. Député, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, et puis, on s'en souvient, un des spécialistes de la formation à l'Assemblée et co-rapporteur de ce texte il y a 15 jours, voté à l'unanimité. C'est rare, donc ça mérite d'en parler. Je voulais le préciser, et vous étiez avec le député Fuchs du Modem, et vous portiez ce texte pour limiter, on va y revenir, les abus autour du CPF. Claire Pascal, merci d'être là, directrice générale Comundi, vice-présidente des acteurs de la compétence, qui est, alors c'est pas un mot impropre, mais qui est un peu le lobby, qui vous défendez évidemment les intérêts des entreprises de formation, et vous avez fait une grande partie de votre carrière, si ce n'est votre carrière entière dans la formation, vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle, qui est devenue les acteurs de la formation. Merci à vous. Et Nathaniel Wright est avec nous. Merci de revenir sur le plateau. Président fondateur du Wall Street English, qui est une marque très très connue, président de la commission des langues, au sein, justement, des acteurs de la compétence. D'abord, quelques mots, Sylvain Maillard, sur ce fameux CPF. On va revenir sur sa philosophie, mais originellement, c'était de permettre aux salariés de pouvoir disposer d'un petit pactole et de choisir une formation qui lui convenait, même, et ça c'est important d'y revenir, même si elle ne correspondait pas forcément, un tourneur-fraiseur pouvait prendre des cours de langue. Et oui, c'est ça qu'on a changé dans la loi de 2018, liberté de choisir son avenir professionnel. Je le rappelle toujours parce que je trouve que c'est un beau nom. Ouais. L'idée, c'est quoi? C'est que la formation professionnelle était particulièrement destinée au cadre des grandes entreprises, ceux qui prenaient le maximum de budget, qui étaient parfaitement formés. Par contre, quand vous étiez cadre intermédiaire ou bien non cadre dans une petite TPE, PME, aucune chance d'avoir une formation ou très peu. Et nous, ce que l'on voulait, ce que l'on a fait, ce qu'on a mis à disposition de chacun des salariés, c'est d'avoir accès à sa formation. Vous l'avez dit, compte personnel de formation, il a jusqu'à 5 000 €, 8 000 € si vous n'aviez pas de formation initiale. Et ça, vous pouvez le dépenser en fonction de ce que vous voulez faire pour vous former tout au long de la vie. Vous êtes chef d'entreprise et il y a plusieurs portes qui ont contribué à la création du CPF, mais vous y avez contribué parce que vous avez été confronté en tant que chef d'entreprise à une collaboratrice qui vous a dit, alors qu'elle vendait du matériel électronique, je voudrais être barmaid. Exactement. C'est un choc pour un chef d'entreprise. C'est un choc, et donc elle vient me voir et me dit est-ce que je pourrais avoir une formation? Tu peux m'organiser une formation pour devenir barwoman? Évidemment, moi je n'en ai rien à faire en tant que chef d'entreprise, j'ai pas envie de passer du temps et de mobiliser son équipe, et surtout de perdre à terme, au fond, ma collaboratrice. Elle vous dit je vais partir, quoi. En tout cas, elle a un projet professionnel. Et donc, moi, je n'ai pas de réponse à donner à ce projet professionnel. Et elle l'a fait, et elle en est très heureuse. Et au fond, quand nous, on récupère du monde, quand on prend d'autres collaborateurs, peut-être qu'ils ont été barwoman dans un temps. Et puis ils reviennent. Et donc, il faut, c'est pour ça que mettre à disposition chacun d'entre nous va changer plusieurs fois de métier. Il faut adapter et faire en sorte que vous ayez la liberté de choisir votre avenir professionnel. Comundi et Wall Street English, est-ce que vous vous êtes dit, vous, en voyant ce texte voté à l'unanimité, parce qu'il y a eu des abus, il y a eu vraiment des aigrefins qui ont volé l'argent, ça c'est vraiment du pénal, mais il y a aussi des entreprises, et j'imagine que vous en faites partie, qui avaient des équipes dédiées pour faire du phoning et pour aller chercher au téléphone. Vous l'avez fait ou pas? Alors, nous, Wall Street English, on est un des gros acteurs du CPF en France. On ne le fait pas. On demande aux personnes de nous laisser leurs coordonnées sur le site internet, et c'est uniquement si on a leurs coordonnées qu'on les appelle. Alors, comment ça se passe? Chez Comundi, on ne l'a jamais fait. Bon, on a des bons élèves sur le plateau. En fait, alors on veut quand même dire, c'est vrai que cette loi, elle va clarifier, elle va permettre aussi d'écarter un certain nombre d'arnaques qui aujourd'hui sont préjudiciables pour chacun des actifs, mais aussi pour les acteurs de la formation que nous sommes, puisque on fait notre travail de manière, j'allais dire, le plus propre possible. On travaille avec des certificateurs, on a nos propres certifications, on accompagne nos clients, et donc il est important effectivement qu'on ne jette pas l'opprobre sur
sur l'ensemble de la profession parce qu'il y a des arnaques et parce qu'il y a des abus, parce qu'il y a des démarchages intempestifs. On les dénonce. Et on souhaite aussi que on ne jette pas l'ensemble du système parce qu'il y a ces abus qui existent. Pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui se penchent sur le dossier de la formation, je crois qu'il n'y a rien de plus complexe que l'usine à gaz de la formation. Alors, gérer financièrement, vous m'arrêtez Sylvain Maillard, parce que vous êtes un spécialiste. La Caisse des dépôts, ça c'est l'argent. France Compétences, qui est l'institution qui pilote les formations. Et là, on arrive à des choses un peu complexes parce que elle a un léger déficit, France Compétences. L'État va peut-être devoir remettre, comme on dit, au pot. Est-ce qu'elle va devoir faire des choix ? Est-ce que le CPF, et je le dis très clairement, est-ce qu'il est remis en question, ce CPF ? Non, le compte personnel de formation, c'est un acquis et je crois qu'il a été, on a plus de 2 millions et demi de Français qui l'ont mobilisé déjà. On va continuer dans les années qui viennent. Nous, là-dessus, on est très clair. La seule chose, c'est qu'évidemment, on parle de beaucoup d'argent et que cet argent, il doit être bien utilisé. Des milliards, un peu. On parle de milliards. Ça, plus l'apprentissage, c'est aussi une volonté très profonde. On a besoin d'apporter plus de formation initiale et tout au long de la vie à l'ensemble de nos concitoyens. Donc on va continuer, mais on va regarder un peu plus dans le détail. Tout à l'heure, on parlait des abus, de ce qu'on apportait, nous, les abus et les fraudes. Qu'on soit très clair, ce sont les mêmes équipes qui faisaient MaPrimeRénov', qui faisaient les panneaux photovoltaïques, qui organisaient un système abusif. On a mis une amende extrêmement forte et qui va être dissuadée. Ils bénéficiaient du CPF. Mais en fait, ils vendaient des leads, donc il y a plusieurs arnaques possibles, mais de faire des formations au fond qui ne coûtent rien, en distanciel, et puis ou bien avec un échange, je vous donne un iPad si vous inscrivez, et ils récupèrent l'argent. Donc c'est ça qu'on veut lutter. Et puis au fond, chacun d'entre nous a reçu des coups de téléphone, des emails, des SMS. Beaucoup. Et donc ça, on va l'arrêter. Mais sur le fond, et je veux vous rassurer tout le monde, la formation, pour nous, est indispensable. Vous faites des formations en anglais, massivement. On sait très bien que les grandes parties de ce qui est demandé par nos concitoyens, les salariés, c'est de l'anglais et Excel. Excel, du tableur. Enfin, on sait bien que ça, c'est le gros. Et donc ça, il va falloir continuer à se former tout au long de la vie. Mais au-delà de ça, parce que les outils changent. Et puis la langue, on peut bien la maîtriser à 20 ans, ça peut être plus difficile à 40 ans. Il faut que chacun ait à disposition. Et surtout, Arnaud Ardouin, ce qui est important, c'est que chacun soit maître de ce qu'il a envie, de ce qu'il a envie de porter dans les années qui viennent. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a changé et qu'on veut imprimer profondément dans la société. Je rappelle, j'évoquais les acteurs, c'est cette chaîne un peu technique, mais il fallait le rappeler. La Cour des comptes a remis un rapport assez détaillé sur la manière dont on forme et épingle, en quelque sorte, et là revient presque à la philosophie en disant peut-être que sur les niveaux de langue, les cours de langue, sur d'autres propositions de formation qui ne sont plus du tout en adéquation avec ce que cherche le collaborateur, est-ce qu'il ne faut pas remettre un peu d'ordre ? Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet ? Parce qu'il y a un enjeu, on nous parle de numérique, on parle de salariés qui ne sont pas assez formés, qui ne sont pas assez... Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il ne faut pas mettre la priorité sur 3 axes forts ? Alors, le texte de la Cour des comptes est très peu clair sur les langues. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Non, parce qu'ils disent qu'ils ne voient pas l'intérêt de financer des tests d'anglais. Tout à fait. Oui, parce qu'un test, ça ne fait pas progresser. C'est la formation qui fait progresser. Et donc, ils sont un peu emmêlés les panneaux à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a fondamentalement, au niveau du CPF, on a des formations qui peuvent être un peu un socle, un bagage. On doit avoir ce bagage pour être employé. Une base. De l'informatique, de l'anglais, éventuellement ou pas le permis de conduire, ça c'est un grand débat. Mais bon, si vous voulez aller à votre travail... Cité par la Cour des comptes. Et que vous n'avez pas votre permis de conduire... ça pose un problème. Maintenant, est-ce que c'est aux entreprises de le financer ? Ça, c'est le débat, mais on a besoin d'un permis de conduire pour se rendre à son travail. Voilà, donc, avant, on le passait pendant le service militaire, vous vous rappelez, il y a très longtemps. Donc, on a un socle. Pour ceux qui ont fait le service. Pour ceux qui ont fait le service. On a un socle, et puis après, on a des formations plus techniques qui appartiennent à l'entreprise. Mais avant la loi de 2014, ces formations plus techniques étaient financées par les entreprises avec le 1,5% de formation. C'est vrai. On est à 1% de formation, donc on a enlevé 0,5%. Les entreprises devaient continuer. Elles ont arrêté. Bien sûr. Juste précise, pour rejoindre l'exemple de Sylvain Maillard, et je vais vous poser ma question, mais l'employeur peut refuser, on est d'accord, hein, un salarié qui vient vous voir et qui vous dit, moi j'ai un CPF, j'ai 5000, je suis au taquet, je veux l'utiliser pour faire... et c'est reconnu par France Compétences. Il ne peut pas refuser. Il ne peut pas. Avant. Il peut pas là, refuser. impossibilité. Ah non, la seule chose mais c'est important de l'entendre. C'est libre. Là où l'entreprise peut refuser, c'est si le salarié lui dit, je souhaite utiliser mon CPF sur mon temps de travail. On est d'accord. À ce moment-là, l'entreprise peut le refuser. C'est ce que je
voulais vous entendre dire. Je le prends sur mon temps libre, mais je peux le faire. Ah oui. Alors, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que vous avez cité et les chiffres que vous avez donnés. Il faut se dire quand même que ce déficit de France Compétences, il est effectivement majeur et qu'il faut s'interroger sur la pérennité globale du financement de la formation. On sait qu'aujourd'hui, les financements de France Compétences viennent de cotisations qui sont aujourd'hui prélevées par l'URSSAF depuis 2021 et on sait aujourd'hui qu'elles s'assoient sur le salariat, sur les cotisations des entreprises. On sait aussi que ces cotisations, elles vont structurellement baisser. On a une pyramide des âges qui fait qu'on aura moins de salariés. On a aussi un désamour aussi. On a un changement dans la sociologie du travail. Il y a de moins en moins de gens qui veulent être salariés. Et donc, du coup, on est sur un système qui est déjà déficitaire et qui est financé sur des cotisations qui vont structurellement se rétrécir. Parce que moins de salariés, plus d'indépendants. Donc on est dans un contexte qui... Alors moi j'ai tendance à dire que nous on est extrêmement bien sûr favorable à ce droit individuel qui est une forme de liberté et je pense qu'effectivement c'est une liberté, mais il ne faut pas opposer entreprises et salariés. Le financement du CPF doit pouvoir être pérennisé et les abondements des entreprises peuvent être un moyen de pérenniser le financement. Vous êtes sur la même ligne. Voilà. Peut-être augmenter, le niveau de cotisation des entreprises pour la formation. On n'est pas sur le niveau de cotisation. C'est une entreprise peut avoir. Nous, on a des exemples très clairs de métiers en tension, voire en disparition dans des entreprises. Oui, bien sûr. Chacun a son emploi éventuellement menacé. L'entreprise peut dire on vous forme à changer d'emploi, vous restez dans l'entreprise, vous mettez votre CPF parce que c'est votre employabilité qui est mobilisée. On abonde avec son CPF. Pas le faire. Mais du coup, il y a une coopération qui se met en place entre l'entreprise et le salarié. Et quand on voit les chiffres de la reconversion professionnelle, on sait qu'on n'est pas en grande démission en France, mais on est en grande agitation. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de départs, d'arrivées. L'APEC souligne qu'on n'a jamais eu autant de gens, de cadres qui rentrent et qui sortent au bout de 2 ans. Donc on a une problématique de fidélisation et donc il faut que mettre l'entreprise et le salarié ensemble pour travailler l'employabilité. Sylvain Maillard, je pose une question. Alors, je mets un peu les pieds dans le plat parce que ce qui repose la question du fléchage de ces formations. Est-ce que l'État est trop généreux ? C'est-à-dire qu'on dépense des milliards d'euros et vous avez porté la philosophie, vous la portez encore. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réfléchir, je le redis, à des secteurs clés, à des secteurs en transition où on dit, là, on met plus le paquet en laissant peut-être de côté d'autres éléments ou en insistant sur les soft skills ? Tous les invités qui viennent sur ce plateau nous parlent des soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, la manière dont on se comporte, la manière dont on s'exprime. Ça, ce n'est pas pris du tout en charge par France Compétences. 2 choses. D'abord, dire évidemment, l'idée, quand on a porté cette loi, c'est de construire un dialogue social au sein de l'entreprise et de co-construire. Vous arrivez avec votre compte personnel de formation et vous demandez un abondement à votre entreprise et co-construire ensemble. C'est au contraire. Ça, c'est intéressant. L'idée, c'est de promouvoir le dialogue social au sein de l'entreprise. J'apporte une partie de mon CPF ou tout mon CPF et l'entreprise apporte tant en plus parce que la formation intéresse l'un et l'autre. Mais c'est une co-construction. C'est ça l'idée que nous portions. Et sur la question plus précise, oui, il va falloir orienter les financements vers probablement les secteurs ou en tout cas les formations qui sont les plus impactantes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on voit ? Vous allez dans n'importe quelle entreprise à l'heure actuelle, tout le monde cherche du monde. Tout le monde cherche du monde et en même temps, même si on a évidemment une grosse baisse du chômage et on va continuer, on voit bien qu'il y a une partie des chômeurs qui sont éloignés de l'emploi, l'offre ne rencontre pas la demande de ce qu'il faut faire. Vous parliez des soft skills, vous avez tout à fait raison là-dessus. Il y a des enseignements de base qui sont très éloignés d'une partie de nos demandeurs d'emploi, de comportemental même, de savoir. Donc non seulement il y a de la formation à faire, vous portez l'anglais et d'autres formations qui sont indispensables dans bon nombre d'emplois, mais aussi de formation, d'adaptation, de passer d'un poste à l'autre, et puis aussi moi, je pense que la formation professionnelle est un bon moyen de fidéliser, vous l'avez dit, dans l'entreprise. C'est qu'au fond, l'entreprise investit en moi, investit dans mon évolution. Je veux changer de carrière au sein d'une entreprise, et tant mieux, c'est comme ça qu'on va garder. Je ne veux pas passer du coq à l'âne, mais le sujet est intimement lié. Projet de loi sur l'assurance chômage qui a été voté à l'Assemblée nationale, dans lequel il y avait les VAE, on le traitera sur ce plateau. Il y a un débat sur les demandeurs d'emploi, parce qu'eux ont un grand besoin, lorsqu'ils arrivent à Pôle emploi, et ils le réclament, d'être accompagnés en anglais. Comment ça se passe ? Ils peuvent utiliser, s'ils avaient la chance d'avoir un CPF doté, d'utiliser le CPF tout en étant demandeur d'emploi. Comment ça marche ? C'est un public qui est essentiel. Essentiel.
Non, mais je vous vois embarrassé sur non, mais là, je suis embarrassé parce que Pôle emploi ne s'est pas formé à l'anglais du tout. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, ils forment dans des salles de 15 personnes avec des appels d'offres et je suis à 6 € de l'heure et puis si tu ne l'as pas, si tu n'es pas à 5,50 € de l'heure, c'est juste de tout et n'importe quoi. Donc c'est une formation inutile. Telle qu'elle est achetée aujourd'hui, depuis que Pôle emploi achète des formations d'anglais en masse, oui. Vous parliez aussi des seniors, Non, mais je pense que c'est intéressant. Mais seniors demandeurs d'emploi d'ailleurs. Nous, on pense qu'effectivement, il y a le projet de loi sur la retraite et notamment les évolutions sociologiques. Et aussi, moi j'insiste sur le fait qu'on a un danger compétence dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des départs à la retraite massifs, on a des gens qui partent rapidement et donc on n'a pas d'ancrage compétences qui permettent à l'entreprise de gagner en productivité. Je rappelle qu'à suite à la crise Covid, les entreprises ont perdu en productivité. Aujourd'hui, chaque point de croissance, si tant est qu'il y en ait, est beaucoup plus gourmand en emploi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question de ce capital compétences que sont les seniors. Et donc moi je considère... Le sujet est sur la table là quand même. On pourrait dire qu'on fait un CPF senior où il y a un abondement spécifique pour que, pour le coup, on en discutait avec Jonathan tout à l'heure, les entreprises ne sont pas forcément favorables à dire allez-y, formez-vous. C'est une des pistes évoquées. Mais il faut que les seniors restent formés et leurs compétences qui évoluent rapidement. Aujourd'hui, on sait que des compétences techniques, elles ont une durée de vie de 2 à 3 ans. C'est pour ça que parfois moins quand c'est la tech. Donc quand vous embauchez un marketeur digital, si vous ne le formez pas au bout de 2 ans, il est perdu. Donc il faut qu'on puisse donner les moyens à ces seniors de rester dans l'entreprise. Ouais. Je peux rebondir. Mais réponse importante, Sylvain Maillard, parce que je remets juste le chiffre de France Compétences avec un déficit qui est très important. Et donc il faut repenser peut-être la stratégie ou la ventilation de l'enveloppe. Vous savez quoi, je vais vous renvoyer la balle. Je crois que les formations, il va falloir aussi, même s'il y a beaucoup d'évolutions, il va falloir continuer à évoluer. Nos seniors, certains sont à 55, 56, 57 ans, n'ont pas envie de retourner dans une salle de classe. Clairement. Parce que parfois, ils ont eu un passé qui fait qu'ils n'ont pas envie d'une salle de classe. Comment inventer les nouvelles formations ? Il y en a déjà sur le marché, les nouvelles formations. Vous l'avez dit, vous n'étiez pas d'accord sur ce qu'on fait sur l'anglais. Je ne suis pas loin de partager ce que vous dites, mais comment on invente pour redonner envie aux seniors, parce que ce n'est pas uniquement le système qui ne fonctionne pas, c'est l'appétence des seniors qui ont le compte personnel de formation, qui ne veulent pas aller en formation. C'est même la qualité de la formation. Donc c'est la qualité, ou bien, tout simplement, beaucoup d'entre eux n'ont pas envie d'être dans une salle de classe, et on peut l'entendre. Et il faut inventer d'autres façons d'apprendre. Nous, on en a la balle est chez vous, là. Il faut réécrire les formations. Mais on les a réécrites depuis longtemps. Vous savez que notre secteur a tellement été bousculé, chambardé par toutes ces réformes qu'on s'est beaucoup réinventé. Bien sûr, il y a du digital learning, mais c'est pas la réponse à tout, parce qu'on sait que quelqu'un tout seul devant un écran, il a 90% de chances de ne pas aller au bout de sa formation. Par exemple, nous, chez Comundi, on a inventé des formations, des digital learning trips, où à partir d'un projet de quelqu'un, on va le promener dans différentes entreprises, il va se confronter à ce qui se fait ailleurs pour pouvoir faire sa propre philosophie de ce qui pourrait marcher chez lui. Typiquement, c'est des formations qui ne sont pas en salle de classe, qui confrontent les expertises et les pairs, très concrètes, et qui donnent des résultats. Pour les langues, je m'autorise, je parle à votre place, mais il y a quand même le distanciel qui marche plutôt pas mal. Pour des cadres, on prend 1 heure, on échange avec quelqu'un en allemand, en anglais dans votre cas, et là on progresse. Mais il faut quand même de l'humain quand même. Il faut de l'humain, il faut de la structure. On a des cours et des profs de qualité. Et des profs de qualité. Et surtout, nous on le voit dans les langues. On nous dit quand on a 55 ans, on ne peut plus apprendre l'anglais. C'est absolument pas ce qu'on constate dans nos sens. Vous dites l'inverse, on peut continuer, à part le chinois que je mets de côté. Même le chinois à 55 ans, j'ai quelques doutes. Ah non, mais c'est une histoire de pratique et de savoir si le cours est bien enseigné, s'il y a une préparation de cours, s'il y a un cours avec professeur après la préparation, si c'est structuré, si c'est suivi par un coach qui suit derrière et qui vérifie que la personne progresse. Il n'y a pas de notion d'âge. Sylvain Maillard. Et un salarié motivé aussi. Oui, je suis d'accord. La motivation, elle fait partie de tout. Il ait envie. Il faut qu'il ait envie. Apprendre, cette demande un processus intellectuel, une volonté assez forte, quel que soit l'apprentissage. Et il faut donner, nous on donne les outils, l'État il est là pour donner les outils. Mais après c'est aussi à chacun de donner du sens, c'est à vous. Si aux acteurs, en réalité on vous a donné un outil, et c'est à vous de vous en saisir pleinement pour finalement cette mission nationale est extrêmement importante de nous former, tout au long de la vie. Est-ce que l'État, je vous repose la question, parce que ça c'est un élément sur lequel vous êtes en train d'observer le sujet, il y a une manne financière importante, France Compétences a des difficultés.
est-ce que vous êtes en train de réfléchir, non pas à une suppression du CPF, vous nous avez rassuré, mais à une réorganisation, à une reventilation? Vous en êtes tout sur ces sujets-là? Par exemple, la formation macramé ne sera plus remboursée. Vous voyez, je suis ah oui, dans c'est bien de l'extrême. l'entendre. Chef d'entreprise macramé, oui, à un moment, il y avait tout qui a été un reste à charge pour le salarié pour avoir une formation de qualité? On peut y réfléchir. On va voir. Il y a plusieurs options à l'heure actuelle. Nous, l'idée, c'est de garder le plus ouvert possible. Je vais vous donner juste un exemple. Le temps de lancer une formation sur un domaine très précis, ça peut d'identifier qu'il y a un besoin, d'identifier les personnes qui veulent porter, prend du temps. On voit bien que dans l'informatique, par exemple, à quel point ça change très vite, l'encryptement, enfin, il y a plein de nouvelles technologies sur lesquelles il faut aller très vite. Moi, je suis pour qu'on garde cette souplesse. Il faut mieux se tromper dans une formation que de ne pas faire de formation. Donc, comment on garde une souplesse tout en n'étant pas trop dispendieux et de faire en sorte que la formation doit apporter un plus, y compris productivité, y compris employabilité, de faire en sorte que y ait un retour, un ROI, un retour sur investissement, très clairement, puisque l'État met de l'argent et le salarié s'investit. Il faut que derrière, il puisse y avoir de l'emploi et surtout, au-delà de ça, de la compétence acquise et reconnue. Dernier mot en 30 secondes. Un reste à charge des salariés, parce que certains disent, moi j'ai 5000, mais c'est pas suffisant pour faire la formation que je souhaite. Il y en a plein qui le font. Juste dire sur la réactivité des entreprises de formation, nous, quand on dépose un dossier à France Compétences pour avoir une certification, c'est plus de 7 mois qu'il faut attendre. Donc nous, on veut bien être réactifs, mais si France Compétences derrière nous fait attendre 7 mois, effectivement, il y a des trains qui passent. Mais oui, mais quand on a un déficit aussi important, et voilà. Attends, juste, vous entrez à la fin du débat dans le sujet de fond. Non. Délai de certification et difficultés financières. France Compétences, on a inventé France Compétences 2018 qui s'est mis en place, qui a tout réformé. Je pense à l'apprentissage, les coûts-contrats, avec une équipe extrêmement motivée. Il y a le Covid. Enfin, voilà, très concrètement, on savait que ce serait compliqué à mettre en place, mais regardons aussi tout ce qui marche. Tout ce qui a changé dans la formation professionnelle depuis 3 ans, malgré le Covid. Et donc, regardons tout ce qu'on a fait. Je sais qu'en France, on aime bien regarder tout ce qui ne va pas. Moi, c'est mon travail aussi de trouver des solutions. Mais regardons tout ce qui a marché et tout ce qu'on a changé. Et maintenant, continuons à construire. On est tous d'accord autour de cette table sur ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut le mettre en place. Vous êtes parlé... Non, je suis désolé. Je suis absolument confus. Le débat est malheureusement terminé parce que là, on partait sur le gros du sujet. On reviendra. Mais oui, vous avez attendu la fin de ce débat. Merci Claire Pascal pour la passion que vous mettez évidemment. Vous êtes à la tête de Commundi et puis évidemment au sein des acteurs de la compétence très engagés sur ces sujets. Merci à Sylvain Maillard, député La Renaissance de Paris, vice-président de l'Assemblée nationale et puis on l'a vu spécialiste de ces sujets, et Nathalie Wright, le directeur général de Wallsot English. Et voilà, je voulais que vous le disiez vous-même. Merci à vous trois. On termine justement avec Julien Breuil sur les démissions précoces. Vous venez de soulever le sujet, ces cadres qui rentrent dans une entreprise et qui la quittent au bout d'un an et demi sans trop qu'on sache pourquoi. C'est un vrai sujet qui impacte les chefs d'entreprise. C'est Fenêtre sur l'emploi.